Chapitre 50 Citoyens de Nossolar. La nuit suivante, je me sentais très fatigué. Je commençais à comprendre la valeur de l'aliment spirituel que constituent l'amour et la compréhension réciproque. À Nossolar, je pouvais passer plusieurs jours de service actif, sans consommer de nourriture, dans le cadre de l'entraînement d'élévation auquel plusieurs d'entre nous prenaient part. La présence de mes chers amis, les manifestations d'affection et l'absorption des éléments purs présents dans l'air et l'eau me suffisaient, mais ici, je ne rencontrais qu'un champ de bataille où les êtres chers s'étaient transformés en bourreaux. Les précieuses méditations que m'avaient suggérées les paroles de Clarence m'apportèrent un certain calme dans le cœur. Je comprenais finalement les besoins humains. Je n'étais pas le propriétaire de Zélia, mais bien son frère et son ami. Je n'étais pas le maître de mes enfants, mais plutôt un compagnon de lutte et d'accomplissement. Je me rappelais que Laura m'avait affirmé un jour que dans l'épreuve, toute créature doit imiter l'abeille en s'entourant des fleurs de la vie, c'est-à-dire des âmes nobles, dans le champ des souvenirs, et en extrayant de chacune la substance des bons exemples en vue d'acquérir le miel de la sagesse. J'appliquai ce conseil profitable à ma situation et commençai à me rappeler de ma mère. Ne s'était-elle pas sacrifiée pour mon père, au point d'adopter de malheureuses femmes comme ses filles dans son cœur? Nossolar était rempli d'exemples édifiants. La ministre Vénéranda travaillait depuis plusieurs siècles pour le groupe spirituel qui était le plus cher à son cœur. Natacha se sacrifiait dans les chambres pour obtenir l'appui spirituel afin de retourner sur la terre en tâche d'assistance. Hilda avait vaincu le dragon inférieur de la jalousie. Et la fraternité exprimée par les autres amis de la colonie? Clarence m'avait accueilli avec le dévouement d'un père, la mère de Lysia m'avait reçu comme un fils, Tobias me traitait comme un frère. Chaque compagnon de mes nouvelles luttes m'avait offert quelque chose d'utile à la construction d'un état mental différent, lequel s'était rapidement établi dans mon esprit. Je cherchais à faire abstraction des considérations apparemment ingrate que je constatais dans la maison et je choisis de placer au-dessus de tout l'amour divin, puis, devant mes sentiments personnels, les justes besoins de mes semblables. Malgré ma lassitude, je me rendis dans la chambre du malade dont l'état s'aggravait constamment. Zélia lui épongeait le front et lui parlait, en pleurs. « Ernesto! Ernesto! Aie pitié de moi, mon amour. Ne me laisse pas seul. Que adviendra-t-il de moi si tu me quittes? » Le malade lui caressa les mains et lui répondit avec beaucoup d'affection, malgré la forte dyspnée. Je demandai au Seigneur de m'accorder les énergies nécessaires pour maintenir la compréhension. Indispensable et je me mis à considérer les époux comme s'ils s'étaient agi de mes frères et sœurs. Je reconnus que Zélia et Ernesto s'aimaient intensément. De ce fait, si je me sentais leur compagnon fraternel, je me devais de les aider avec les moyens dont je disposais. J'amorçai le travail en tentant d'éclairer les esprits malheureux qui se maintenaient en étroite liaison avec le malade. J'éprouvais cependant d'énormes difficultés et un sentiment d'abattement s'empara de moi. Je me rappelai alors une leçon de Tobias qui m'avait dit « Ici, à Nossolar, ce n'est pas tout le monde qui doit prendre l'aérobus pour se déplacer, parce que les habitants plus élevés de la colonie ont le pouvoir de voler. De même, tous n'ont pas besoin d'appareils de communication pour converser à distance, car ils maintiennent entre eux une parfaite syntonie de pensée. Ces gens peuvent disposer à volonté du processus de conversation mentale, malgré la distance.
Je me rappelais comme la collaboration de Natacha me serait utile et je tentais l'expérience. Je me concentrais sur une fervente prière au Père et dans les vibrations de ma prière je m'adressais à Natacha pour demander secours. En pensée, je lui racontais ma douloureuse expérience et lui exprimais mes plans d'assistance en insistant pour qu'elle ne m'abandonne pas. Il se produisit alors ce que je n'osais espérer. Après plus ou moins 20 minutes, alors que j'étais toujours en prière, quelqu'un me toucha légèrement l'épaule. C'était Natacha, souriante, devant moi. « J'ai entendu ton appel, mon ami, et je suis venu te trouver. » Je ne tenais pas de contentement. La messagère du bien observa la situation, en comprit la gravité et ajouta: « Nous n'avons pas de temps à perdre. » Avant tout, elle appliqua des passes de réconfort au malade, l'isolant des formes obscures qui disparurent comme par enchantement. Ensuite, elle m'invita d'un ton décisif. « Allons voir Dame Nature. » Je l'accompagnai sans hésitation. Constatant mon air intrigué, elle précisa: « Il n'y a pas que l'être humain qui puisse capter des fluides et en émettre. Les forces naturelles font de même dans les divers règnes où elles se subdivisent. Dans le cas de notre malade, nous avons besoin des arbres. Ils nous aideront efficacement. » Admiratif devant cette nouvelle leçon, je suivis Natacha en silence. Nous parvînmes à un endroit où se dressaient d'énormes branchages. Natacha appela quelqu'un au moyen de termes que je ne comprenais pas. Quelques instants plus tard, 8 entités spirituelles répondirent à son appel. Immensément surpris, je la vis les interroger sur l'existence de manguiers et d'eucalyptus. Bien informée par ses amis qui m'étaient totalement étrangers, l'infirmière expliqua: « Les frères qui nous ont répondu sont des serviteurs communs du règne végétal. » Voyant ma surprise, elle continua: « Comme tu le vois, il n'existe rien d'inutile dans la maison de notre Père. Partout, si quelqu'un désire apprendre, quelqu'un peut lui enseigner. Et où apparaît la difficulté surgit la providence. Le seul malheureux dans l'œuvre divine est l'esprit imprévoyant qui s'est condamné aux ténèbres de la méchanceté. » En quelques instants, Natacha manipula une certaine substance avec les émanations de l'eucalyptus et du manguier, puis durant toute une nuit, nous administrâmes le remède au malade au moyen de la respiration habituelle et de l'absorption par les pores. L'état du malade s'améliora de façon notable. Au petit matin, le médecin, extrêmement surpris, fit remarquer: « Il s'est produit quelque chose d'extraordinaire cette nuit. Un véritable miracle de la nature. » Zélia était radieuse. La maison se remplit d'une nouvelle joie. Pour ma part, j'éprouvais une grande joie en mon âme. Un profond courage et de belles espérances me revigoraient. J'avais conscience que de vigoureux liens d'infériorité s'étaient brisés en moi pour toujours. Cette nuit-là, je retournai à Nossolar en compagnie de Natacha et pour la première fois, je fis l'expérience du vol par mes propres moyens. En un instant, nous parcourûmes de grandes distances. La joie battait pavillon en mon fort intérieur. Je fis part de mon impression générale de légèreté à la généreuse infirmière, qui me fournit quelques éclaircissements. À Nossolar, un grand nombre de compagnons pourraient se dispenser de prendre l'aérobus et se transporter à volonté dans les secteurs du domaine vibratoire de la cité. Seulement, compte tenu que la majorité des habitants n'a pas acquis cette faculté, ceux qui le peuvent s'abstiennent de l'utiliser sur les voies publiques. Toutefois,
cette abstention ne les empêche pas d'utiliser ce procédé or, quand il faut parcourir rapidement une grande distance. Une nouvelle compréhension et de nouvelles joies avaient enrichi mon esprit. Sous les directives de Natacha, j'allais de la maison terrestre à la cité et vice-versa sans problème majeur, intensifiant le traitement appliqué à Ernesto dont l'état de santé s'améliorait franchement et rapidement. Clarence venait me rendre visite chaque jour et se montrait satisfait de mon travail. À la fin de la semaine, parvenu au terme de mon premier congé de service aux chambres de rectification, les époux, que j'appréciais désormais comme des frères et sœurs, avaient retrouvé la joie. Il me fallait cependant retourner à mes devoirs justes. À la pâle et caressante lueur du crépuscule, je pris le chemin de Nossolar, totalement modifié. Au cours de ces 7 journées, qui avaient filé si rapidement, j'avais appris de précieuses leçons quant à la pratique du culte vivant de la compréhension et de la fraternité légitime. Cette sublime soirée m'emplissait de grandes réflexions. Comme est grande la providence divine, me disais-je intérieurement. Que de sagesse dans la façon dont le Seigneur dispose tous les travailleurs et toutes les situations de la vie. Avec quel amour voit-il à toute la création? Quelque chose, cependant, me tira de mes réflexions. Plus de 200 compagnons venaient à ma rencontre. Tous me saluèrent, généreux et accueillants. Lysia, Lacinia, Natacha, Silvera, Tobias, Salustio et de nombreux autres coopérateurs des chambres étaient là. Pris de court, je ne savais trop quelle attitude prendre. C'est alors que le ministre Clarence surgit devant la foule. Il s'avança vers moi, me tendit sa main droite et m'adressa ces mots. Jusqu'à présent, André, tu étais sous ma responsabilité dans cette ville, mais maintenant, au nom du gouvernement, je te déclare citoyen de Nossolar. Pourquoi tant de magnanimité si mon triomphe était si petit? Je ne parvins pas à retenir les larmes d'émotion qui m'étranglaient la voix. Puis, appréciant la grandeur de la bonté divine, je me jetai dans les bras paternels de Clarence et pleurai de gratitude et de bonheur. Fin.